Bien, on va commencer donc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. 8e année que l'on reçoit, consécutive que l'on reçoit Quentin Hurel, donc de l'agence Execo. Tout à fait. Tu vas tout nous expliquer, l'agence, ton parcours, parce que tu n'as pas été que tu es au service marketing, c'est ça, événementiel. Exactement. Ouais. Voilà, de cette agence qui est spécialisée dans l'événementiel sportif. Quentin va tout vous expliquer. Et puis vous allez voir aussi que le parcours de Quentin est super intéressant, puisque de l'UFR STAPS, il a été auto-entrepreneur, il a travaillé aussi, c'était déjà du service civique à l'époque, oui, tout à fait. Au niveau d'harmonie mutuelle, hein, c'est ça, enfin, Ligue normande du sport d'entreprise, mais c'était un de mes partenaires. Expliquer tout ça, voilà. Et en conséquence, ce parcours riche de Quentin, qui veut bien nous partager depuis 8 ans maintenant, eh bien, on t'en remercie énormément, parce que c'est toujours très riche de voir nos anciens étudiants, voir comment ils ont évolué. Et là, c'est sympa, parce que tu gardes toujours le lien, et ça fait vraiment très très plaisir. Donc Quentin, je vais te laisser la parole. Ouais. Les étudiants et les étudiantes, bien sûr, vous posez les questions que vous souhaitez, hein, en relation avec Quentin, bien sûr. Vous levez la main pour que je puisse vous passer le micro. On reste très estudiantin, hein, dans notre relation. Néanmoins, la conférence va être animée par Quentin, qui a maintenant l'habitude. C'est la raison pour laquelle je vais m'effacer. Merci beaucoup, Fred. Allez, bonne conférence. Merci. Ravi d'être face à vous toutes et tous. Moi, je fais partie de ceux qui arrivaient en retard aussi, donc il n'y a pas de problème d'arriver en retard. Ouais, 8e année. Pas, s'il te plaît. S'il se souvient de votre prénom, c'est pas bon signe. Il se souvenait du mien. Mais ravi d'être face à vous. Effectivement, je vais parler de mon parcours, parce que je suis passé par les STAPS, donc je suis content de parler de mon parcours avec vous. Et puis, je vais vous parler de 2 sujets. L'agence Execo pour laquelle je travaille, qui est mon emploi actuel, et puis le sujet du sport en entreprise, parce que ça a été mon sujet d'après-études, ça a été ma première expérience pro, et ça continue à me suivre aujourd'hui dans ce que je fais chez Execo. Donc pour moi, c'est un sujet intéressant pour moi, et je pense que c'est aussi un sujet intéressant pour vous, parce que dans la filière entraînement, le côté sport en entreprise est à prendre en compte aujourd'hui, et c'est vraiment un domaine d'activité que vous devez, je pense, connaître. Donc voilà le sommaire, mais j'en ai déjà parlé. Mon parcours perso, moi je suis cherbourgeois rugbyman. Donc j'ai fait une licence option rugby ici jusqu'en 2013. Ensuite je suis parti en Australie pendant 1 an et demi. J'ai pris un Working Holiday Visa, et après la licence, je me suis dit, voilà, le master que j'ai repris ensuite me permettra, par le stage ou par les expériences vécues dans le master, de trouver un job. Et pour moi, le bon moment pour partir à l'étranger, c'est entre la licence et le master. Donc je suis parti 1 an et demi en Australie, j'ai repris mes études après. J'ai fait un service civique pour la Ligue normande du sport d'entreprise, ce qui valait aussi comme stage de ma première année de master. Et en fait, le service civique, c'était pour un rôle de développement de la Ligue normande, parce qu'il n'y avait pas de salariés en Ligue normande pour la Fédé de sport en entreprise. Et on a créé le poste après de conseiller technique fédéral. Et finalement, j'ai pas fait ma 2e année de master, j'ai pris le poste, et après j'étais lancé dans ma vie active, si je puis dire. Après, j'ai à cœur toujours de mettre mes engagements associatifs, parce que dans mon parcours STAPS, les STAPS, c'est très généraliste. Vous allez être connaisseur sur beaucoup de sujets, mais vous allez être expert en rien. Voilà, vous allez avoir un tronc commun qui est hyper intéressant, hyper riche, mais il va falloir vous spécialiser. Et moi, la manière de le faire, ça a été d'avoir des engagements associatifs constants, assez prenants, mais hyper enrichissants, notamment en premier par l'AS STAPS. Alors, je me souviens qu'on avait relancé un tournoi de rugby à 7 pour un étudiant qui était décédé en revenant d'un match de rugby, et on avait remis à l'ordre du jour ce tournoi en hommage à Olivier Boisfer. J'ai travaillé pas mal aussi pour le CRSU, que vous devez connaître, le Comité régional du sport universitaire, qui est l'antenne du coup locale de la Fédération française du sport universitaire. Donc j'ai organisé avec eux des championnats du monde de voile universitaire, des championnats de France de volley, de hand, de futsal aussi.
Donc c'était vraiment là aussi sur mon temps perso. J'étais engagé dans mon club de rugby où je les aidais à mettre en place des projets. J'étais vraiment sur le volet gestion de projet. Et puis un peu plus récemment avec le club de roller hockey de Caen où le président, l'ex-président était un ami et donc j'étais speaker pour le club et je le soutenais aussi sur certaines démarches administratives. Salut. Au niveau de mes expériences pro, finalement ma première expérience pro c'était l'Australie. Alors vas-y, il y a Fred, il y a une question si tu... Du coup, moi, c'est pour revenir un petit peu sur ce dont vous parliez pendant votre formation, la formation sur l'administration du sport en Europe. Comment vous y avez été introduit et est-ce que ça a eu un gros impact sur votre carrière ou... Bien vu, c'est la seule ligne que j'ai dû sauter. Effectivement, quand j'étais à la Fédé de sport en entreprise, j'ai suivi une formation de 10 jours en Finlande. Donc c'était comme l'INSEP mais en Finlande. Et on était beaucoup d'acteurs du sport en Europe à être réunis à ce moment-là pour comprendre comment différentes cultures organisaient le sport, notamment par le biais de leur collectivité territoriale à eux et le domaine privé. Et oui, c'était super enrichissant. Ouais, c'était vraiment enrichissant de comprendre les enjeux. Après, c'était difficile de transposer le modèle d'un autre pays en France parce qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes contraintes, les mêmes freins. Mais c'était super de constater que les pays nordiques, par exemple, si on va au sujet du sport en entreprise, chez eux, c'est normal de pratiquer une activité physique tous les jours. Il y a moins de sédentarité que chez nous, quoi. Parce que culturellement, c'est un peu plus imprégné. Chez eux, l'éveil musculaire avant la prise de poste, là, chez eux aussi, c'est assez naturel, par exemple. Donc oui, c'était bien de constater aussi l'avance qu'on avait sur certains sujets et le retard qu'on avait sur d'autres, quoi. Donc oui, il y a eu cette formation-là. Bon, okay, je l'ai passée parce que c'était pas un gros moment de ma formation, c'était que 10 jours, mais c'était enrichissant. Je suis désolé, mon portable peut sonner, mais ma femme est enceinte et elle pourrait accoucher. Donc si jamais elle m'appelle, je serai plus avec vous. Mais c'est dans un mois. Pourvu que ce ne soit pas pendant ces 2 heures. Je ferai une visio après dans la salle. Ce sera ton diaporama. Donc première expérience pro, l'Australie. Je passe vite sur le sujet, mais j'ai élevé des cochons avec un copain. Donc je peux dire que j'ai élevé les cochons avec mon meilleur pote. Mais je suis allé là-bas pour travailler dans une ferme et puis petit à petit on a voilà, réparé la porcherie notamment. On a dit nous on va s'occuper des cochons. On a vraiment élevé des cochons là-bas. Donc c'était super parce qu'on n'a pas vécu une expérience australienne qu'avec des Français, ce qui peut être le cas, hein, parce qu'il y a beaucoup de Français en Australie, et il y en a qui partent, mais qui vivent qu'avec des Français et qui ne bossent pas vraiment au contact d'Australiens. Nous, on était 2 sur une exploitation, on gérait ceux qui nous amenaient la nourriture pour les cochons, l'abattoir, on a été formés par des Australiens, donc c'était super pour apprendre la langue, c'était le but. Le but, c'était vraiment, je voulais travailler dans l'événementiel sportif, et pour moi... dans un esprit un peu de mondialisation, les compétitions sportives, elles sont de plus en plus internationales et voilà, je voulais pouvoir savoir parler anglais pour enlever certains freins après dans ma carrière. Et donc c'était vraiment hyper enrichissant. Et puis donc après, j'ai parlé de mon service civique pour la Ligue normande du sport d'entreprise. Et puis après, donc conseiller technique fédéral pour la Ligue normande du sport d'entreprise. J'ai été aussi conférencier invité sur pas mal de sujets lié au sport en entreprise, lié au sport santé, ici en STAPS. J'étais formateur national pour la Fédé de sport en entreprise aussi, où j'ai créé des modules de formation que je mettais en place un peu partout sur le territoire. J'ai monté un projet aussi qui s'appelle le Climb Bike, qui est un vélo adapté pour des personnes en situation de handicap mental ou psychique. Mon petit frère est handicapé mental et donc il a une autonomie assez faible, il ne peut pas pratiquer d'activité physique seul. Et donc l'idée c'était de créer un vélo biplace, donc un tricycle biplace adapté où lui est devant, il n'a pas les contrôles du vélo, donc il a un guidon fixe. Et moi je suis derrière et je contrôle le vélo, les freins et je peux l'emmener faire du vélo. Par contre il pédale, voilà. Le but c'est qu'il fasse une activité physique. Et ce qui m'a poussé à développer ce projet-là, c'est que j'ai toujours été proche de ce sujet du handicap
par mon histoire familiale. Et puis, dans mon parcours, en bossant dans le sport entreprise, en comprenant que l'activité physique pouvait avoir le manque d'activité physique pouvait avoir un impact fort sur la santé, je me suis dit, s'il n'est pas autonome pour bouger seul, il faut que je l'aide à le faire, quoi. Donc j'ai monté un financement participatif et j'ai créé un prototype de ce vélo-là qui est dans le domaine public aujourd'hui. Et puis j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur. C'était en 2018, donc c'était vraiment à la sortie de mes études en STAPS, mais je voulais pouvoir répondre à des opportunités. Voilà, j'ai répondu à des appels à projets sur la fête du sport, par exemple, auprès de l'ANS, où j'ai été lauréat de cet appel à projet-là. J'ai bossé un peu. Peux-tu nous rappeler ce que c'est que l'ANS ? L'ANS, l'Agence nationale du sport. On va en reparler un petit peu après, mais je vous en reparlerai. Justement, dans ce cadre-là, nous aurons en dernière conférence, c'est confirmé depuis quelques jours, Marc Collier de la Maison de la Haute Performance qui viendra clôturer Très cool. Le cycle des conférences de cette année. Ouais, super intéressant. Après les JO, en plus, je pense qu'il y a une belle passerelle. Il y a de beaux enjeux, on va en parler après, mais de beaux enjeux sur quelle sera la place du sport dans les collectivités territoriales, le financement du sport. Bon, au final, je verrai son nom si elle m'appelle. Voilà, et puis voilà, j'ai organisé pas mal de choses sur mon statut d'auto-entrepreneur. Il est vraiment en veille maintenant depuis que je suis chez Execo, depuis 2021 où j'ai rejoint l'agence Execo. Qui connaît Execo ici? Levez bien haut la main que je me rende compte. Ok. Bon, c'est bien, vous n'êtes pas tant que ça, donc vous allez pouvoir tous lever la main bientôt. Alors, mon rôle quand chez même, Execo, en tant que tu n'as pas été que conférencier invité. Je crois que dernièrement, tu as fait une belle interview d'un célèbre sélectionneur de rugby. Ouais. Alors ça aussi c'était plus loin, mais c'est plus loin, parce que Fred il m'a dit je vais intervenir beaucoup moins cette année et il continue à me spoiler les slides d'après. Je rigole Fred. Effectivement ouais, on a interviewé Fabien Galtier sur un repas conférence avec l'agence et je faisais partie des intervieweurs quoi, mais on va en reparler après de ce dispositif. Ouais, vas-y. Du coup c'est encore Tao, spécialité gymnastique pour une autre question. Pourquoi vous êtes passé d'un statut d'auto-entrepreneur à employé Execo et qu'est-ce qui vous a motivé à justement rejoindre une équipe un peu plus structurée qu'en auto-entrepreneur. Vous avez compris, oui. Ben, c'est une bonne question. Le Covid est passé par là, quoi. Et donc j'avais beaucoup d'activités avant le Covid. Après il y a eu le Covid. La période était un peu moins faste et je me suis dit bon, il faut que je rejoigne une équipe, j'aurai plus de stabilité. Et puis voilà, tu veux construire ta famille, tout ça, t'es en couple, d'avoir un emploi salarié, c'est un peu plus stable, c'est un peu plus simple auprès des banques. Et puis en vrai, Execo, c'est une agence d'événementiel sportif, mais pas que. Mais c'est une agence d'événementiel sportif qui est un peu unique dans son modèle en Normandie, quoi. Donc pour moi, je connaissais Execo et je me suis dit si je peux les rejoindre un jour, ce sera super pour moi, quoi. Donc ouais, l'après-Covid, c'était le bon moment pour rejoindre une équipe et avoir la stabilité, quoi. Donc mon rôle a évolué depuis l'année dernière. Donc maintenant, je m'occupe de toute la partie, je suis responsable commercial B2B, donc B2B, business to business, s'adresser à des entreprises, et B2C, s'adresser à des consommateurs, à des clients, au grand public. Donc moi, je gère la relation commerciale avec toutes les entreprises, donc les partenariats de nos événements grand public. Donc il y a la partie commerciale, mais aussi la partie activation, comment on met en place un partenariat et comment on le valorise avec des contreparties. Il y a la partie sport santé. On a beaucoup de clients sport santé, sport en entreprise. Je vais vous en reparler après. Et puis on est organisateur aussi d'événements intra ou inter-entreprise en mode plutôt team building. Et là aussi, je supervise aussi ce côté-là. Et puis je garde le lead sur le sujet sport santé à l'agence. Donc comment mettre en place de la meilleure manière possible de l'activité physique pour améliorer la qualité de vie au travail. C'est vraiment ça le sujet. Mais je vais revenir sur nos différentes activités. Déjà, l'agence elle a été créée par Martial Fesselier qui a fait 4 Jeux Olympiques en marche athlétique. Donc qui est un sportif calvadosien, qui est le calvadosien qui a participé à le plus de Jeux Olympiques. Donc lui, grosse caution sportive de l'agence. Et de l'autre côté, il y a Grégory Brousseau qui était donc ils sont deux à avoir lancé Execo. Grégory Brousseau, lui aussi,
était un expert sportif, mais sans avoir eu de carrière de haut niveau. Et lui, il est très stratège entreprise. Et Martial avait le côté, je dis avait parce qu'il est à la retraite depuis 1 an, mais avait la caution sportive et tout ce que les valeurs du sport portent, c'est-à-dire travailler ensemble, se relever après l'échec, le dépassement de soi, la performance. Il a vraiment impulsé l'agence de tous ces éléments-là. Et Grégory, lui, il a ramené le sujet stratégie dans le sport. Les sportifs font pas forcément de grandes entreprises parce que c'est à la frontière entre l'associatif, on se tape dans la main, tout va bien, mais ça se passe pas toujours aussi bien, quoi. Greg, il a amené de la rigueur. Donc l'alliance des deux, en fait, a super bien marché. Aujourd'hui, on est 18 collaborateurs. L'agence a 17 ans. On fait 2,5 millions de chiffre d'affaires. On a 40% de femmes aussi, donc on n'est pas à la parité, mais presque. Donc on est assez content, assez fiers de ça. On a 4 activités qui se distinguent. Je vais vous les détailler maintenant. On a Execo Voyage, donc on a une licence d'agence de voyage sportif. On emmène des particuliers découvrir le monde en courant. Donc on a la Jordanie, l'Écosse, la Norvège, les pays scandinaves, on a le Cap-Vert, le Kenya et l'année prochaine le Sénégal ou Madagascar. Donc là, vous partez pendant 10 à 15 jours et vous découvrez un pays en courant, quoi. Vas-y. Dans ce domaine, est-ce que les participants, vous leur faites une préparation physique? Est-ce que vous leur proposez un programme afin de jouir au maximum de leur voyage? Eh ben, ils ont accès à des supports pour se préparer. Après, c'est pas vraiment le cœur de l'activité. Le cœur de l'activité, c'est vraiment une course dans les pays. C'est vraiment une course à étapes avec un classement, des médailles. On passe de base vie en base vie. Donc, nous, l'ingénierie de projet, elle est surtout sur ça, sur le contenu du voyage. Et on a une personne en freelance qui s'occupe du sujet et qui emmène les personnes. Après, il a des guides dans chaque pays, tout ça. Mais c'est un travail assez lourd pour une personne et je pense qu'il n'a pas trop le temps de s'occuper de la partie prépa. Mais si c'était un argument de vente et si jamais nos voyages reculaient en termes de fréquentation, peut-être que pour l'expérience client, participant, on ajouterait cette pierre à l'édifice. Mais pour l'instant, il n'en a pas trop besoin. Il se concentre vraiment sur l'orga des voyages et il est obligé de prospecter. Par exemple, là, il est parti à Madagascar, au Sénégal en 2024 pour ouvrir le voyage en 2025. Donc, il n'y a pas que les voyages existants, il y a aussi ceux à préparer. Il a une vie super, franchement, c'est incroyable. C'est un ancien salarié d'Execo qui est à son compte maintenant, qui est en freelance et qui s'occupe de ça, mais très très cool comme activité. On a tous nos événements outdoor. Donc ça, les événements outdoor, c'est nos événements grand public, c'est la vitrine de l'agence. On est spécialisé en triathlon, en trail et en vélo. Donc on a 2 triathlons, le triathlon de Deauville qui a lieu tous les ans le 3e week-end de juin, qui est devenu le plus gros triathlon au monde en termes de nombre de participants. On pensait avoir Londres et Brisbane devant nous, mais Brisbane c'est un triathlon qui éclate un peu toutes les disciplines du triathlon. Ils font du run and bike, ils font du swimrun, ils font du vélo, mais finalement des triathlètes purs, il y en a beaucoup moins qu'à Deauville. On est 10 000 à Deauville, 10 000 participants. Et à Londres, on l'a fait cet été, ils sont entre 4 et 5 000. Donc on n'avait jamais trop, on savait qu'il y avait deux triathlons à peu près de notre taille et on s'est rendu compte qu'on était finalement le plus gros rassemblement de triathlètes au monde. On a le triathlon de Dinard aussi qui est un swimrun. Donc lui, il se place dans le top 5 des triathlons français. On a 3000 triathlètes et 2000 swimrunners. Donc le swimrun, vous partez de la plage de Dinard, c'est plutôt sympa. Vous nagez, vous ressortez sur le chemin des douaniers, vous faites une portion de course, vous replongez. Le longue distance fait 4 km de nage en eau vive, quoi. Donc c'est vraiment chaud, quoi. C'est vraiment une super discipline, mais hyper exigeante. On a Quand ça bouge, que vous connaissez peut-être, qui est au mois d'octobre, ici à Caen, qui est le Festival des mobilités durables de Caen. C'est notre événement peut-être le plus engagé, parce que c'est pas que du sport. C'est un événement qui célèbre un peu l'art de se déplacer à Caen et aussi de se déplacer de manière active, donc en marchant, en faisant du vélo, en courant. Et donc, on a un village autour des mobilités. On a un trail urbain le samedi soir où vous passez dans les bâtiments de la ville. Il y a un 7 km, un 14 et un 21. Vous courez de nuit à la frontale, donc c'est assez sympa. On passe dans les locaux du campus 1, dans la salle vitrée des examens. On passe dans pas mal de lieux. Et le dimanche, c'est les balades à vélo qui sont un peu plus familiales, où là, vous partez sur des parcours qui font 13 ou 24 km. Et là aussi, vous passez dans des lieux emblématiques de la ville, dans le stade Ornano,
dans le cloître de la mairie, enfin voilà, dans pas mal de lieux, dans le Palais des Sports. Et il y a des animations, c'est plutôt très sympa. On a le Rock and Trail, qui est le premier événement de l'année. Ouais, je vous l'ai pas mis dans l'ordre chronologique, mais on commence par le Rock and Trail au mois d'avril. Et là, c'est un trail de 24 heures dans une carrière. Donc vous avez 1 heure pour faire un tour de 7 km 7. Vous partez à 13 h le samedi et à heure fixe à 13 h. Enfin, à 13, 14, 15, 16, ainsi de suite, jusqu'à 13 h le dimanche. Vous devez finir votre tour en 1 heure. Donc 7 km 7, ça va, sauf qu'il y a 210 de D+, et c'est des tas de cailloux, quoi. On est dans une carrière du groupe Eurovia, c'est vraiment très, très exigeant, très dur, et en 24 heures, vous faites 180 km quand même en mode trail. Donc ceux qui le font en solo, ils font la boucle en 55 minutes, ils mangent et ils repartent direct, quoi. Ils font ça pendant 24 heures. Mais on peut le faire en équipe de 2, en équipe de 4 ou en équipe de 6. Et plus on se décale vers les équipes de 6, plus c'est vu comme un gros délire entre copains, où c'est ambiance un peu festive. Ça s'appelle Rock and Trail, rock le caillou, mais aussi des concerts de rock toute la nuit, c'est vraiment très cool. Donc c'est un événement vraiment décalé. On a complété les inscriptions en 4 minutes. On a 2000 places et c'est allé très très vite. Mais vous pouvez venir le voir, enfin le village est vraiment super, il y a des concerts, il y a plein de trucs à faire. C'est à Muneville-le-Margard par contre, donc c'est dans le sud-Manche, c'est vraiment l'opportunité de cette carrière qui fait qu'on va dans ce lieu-là. Mais si vous voulez découvrir l'événement, c'est vraiment très très cool. Muneville-le-Margard, c'est pas loin de Perrier. Si vous connaissez pas Perrier, prenez votre téléphone, c'est dans le sud-Manche, centre-Manche. Après, on a le trail urbain du Havre, qui est le plus gros rassemblement de trailers de Normandie. Excuse-moi Quentin, sur ouais. l'événement précédent, la Rock and Trail, ouais. C'est à l'initiative d'Execo cet événement, ou c'est un support qui vous demande l'organisation de l'événement? Non, c'est vraiment une idée de Vincent Heudier, qui est directeur adjoint de l'agence, qui a fait une soirée avec des potes à lui, dont certains qui étaient d'Eurovia. En fait, c'est des membres du Club du Sport, qui est un autre dispositif que je vais vous présenter après. Bref, ils ont fait une soirée, ils se sont dit oh, ce serait un gros délire de faire un trail dans ta carrière. Oh, celui qui court le plus vite, il pourrait gagner sa taille en bière. C'est ce qui se passe, c'est le Burning Lab, tu gagnes ta taille en bière. Enfin, ils sont partis dans un gros délire, ils se sont dit vas-y on le fait. Et en fait, la marque est super puissante. C'est l'événement chez nous qui a la marque la plus puissante. Tout ce qu'on fait en merch, on fait des bobs, Rock and Trail, ça se vend en 2 secondes. Je pose cette question-là parce que les autres événements que tu présentes, ils sont sous couvert d'organismes, la ville de Caen, la ville de Deauville, j'imagine, ouais. ou des associations sportives. Après, nous, on est... Vous êtes prestataire de services pour les autres. Ouais, il y a 2 modèles. Mais c'est une question intéressante. Il y a 2 modèles. Le triathlon de Deauville, on est allé voir la mairie de Deauville. On est allé voir Philippe Augier. On lui a dit, la ville que vous avez, elle est incroyable pour faire un triathlon. Station balnéaire, donc avec une grosse force hôtelière. La mer, quand même, pour nager, c'est cool. Proposer un triathlon en eau vive, c'est une expérience super. Les planches de Deauville pour aller courir qui sont un peu mythiques. Et donc tout était réuni et ils nous mettent à dispo. On a un parc à vélo qui fait 2200 vélos, qui fait plus de 400 mètres de long. On peut pas le faire dans toutes les villes. C'est pour ça en fait qu'il n'y a pas beaucoup de gros triathlons dans les grosses villes parce qu'il faut un plan d'eau, il faut bloquer une route pour faire un parc à vélo. Enfin, c'est assez complexe à organiser en termes d'implantation, quoi. Donc le triathlon de Deauville, c'est nous qui sommes allés voir la mairie et ils nous ont suivis sur le projet. Versailles-Deauville, on l'a créé à la demande d'un partenaire. Donc, je vous ai pas parlé encore de ce projet-là, mais c'est une course de vélo, une cyclotouriste qui rejoint Versailles à Deauville, c'est comme une étape du Tour de France de 150 bornes, quoi, que vous pouvez couper en 2 et commencer à Évreux si vous voulez faire que la moitié. Mais là, c'est Le Pape, qui est un revendeur multimarque de matériel sportif, qui nous a dit je veux faire une cyclo et on l'a accompagné dans cet orga. Quand ça bouge, c'est à la demande de la ville, qui voulait un 2e événement en plus des courants de la liberté après l'été, qui rassemble les habitants de Caen. Et donc, on leur a fait des propositions. On est arrivé sur cet événement-là quand ça bouge. Et après, le triathlon de Dinard, il a été organisé pendant 7 ans par une asso. Et c'est devenu un peu gros pour eux. On a repris l'événement avec eux. Et le Havre Urban Trail, c'est le même modèle. Donc, c'est le plus gros trail urbain de Normandie. Je pense que c'est le plus gros rassemblement de trailers de Normandie aussi. Vous avez un 7 km, un 12, un semi-marathon, un marathon. Sauf que la ville du Havre, elle est hyper enclavée.
Donc c'est un trail urbain, donc c'est pas vraiment du trail, quoi. Le trail, c'est la pleine nature, c'est les paysages. Mais au Havre, vous avez les falaises, la ville du Havre, elle est en bas, mais quand vous commencez à monter sur les hauts du Havre, il y a beaucoup de dénivelé, donc il y a au moins ce marqueur-là du trail. Vous courez dans la forêt de Montjon, sur la plage, sur des falaises, donc c'est pas que du béton, quoi. Et le terrain de jeu est incroyable, franchement, le Havre Urban Trail est vraiment très exigeant. Il y a 4600 marches à monter sur le marathon, quoi. Donc c'est vraiment une course assez dure et qui attire beaucoup de trailers, même des trailers qui ont l'habitude plutôt des trails en pleine nature. Autre activité, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure brièvement, mais c'est l'activité team building challenge. Bon, je passe vite sur le sujet parce que c'est pas un sujet qui va le plus vous intéresser, qui est le plus collé à votre filière. Mais on organise des événements intra-entreprise, sur mesure ou sur catalogue. Mais l'idée, c'est d'amuser les gens, de les faire bouger la plupart du temps, mais on s'éloigne des fois de la thématique sportive. Mais là, on prend vraiment notre sujet d'agence d'événementiel, d'événementiel, de marketing, de communication pour créer des choses un peu décalées comme l'émission Burger Quiz qu'on a tournée en Burger Challenge, et on reprend l'émission, tous les marqueurs de l'émission, on aborde des sujets d'entreprise de manière décalée, donc ça marche très bien par exemple, mais il y a d'autres choses un peu différentes qui vont plus sur le sujet sportif. Et on a des événements inter-entreprises qui sont dans cette catégorie événements entreprises, donc c'est bien toujours la troisième activité de l'agence. Et on a la fameuse conférence. La fameuse conférence, ouais, j'ai mis la photo parce que je suis content de cette photo. Indispensable. Mais ça, c'est un dispositif qui s'appelle les coulisses du sport. On fait venir un grand nom du sport et on l'interview sur un repas conférence. Et c'est des entreprises qui achètent des tables. Vous êtes 10 par table et vous mangez. Et entre chaque plat, il y a 30 minutes de conférence. Donc il y a 3 blocs de 30 minutes. Moi, j'en animais un, celui du milieu sur le premier mandat de Galtier. Le prochain invité sera Nicolas Karabatic le 2 avril au centre des congrès à Caen. Donc voilà, on a la Norlandas Cup qui est une course de voile qui a lieu au mois de mai sous le pont de Cadix, là aussi pour les entreprises. On a le Rosalie Trophy, on est sur la piste de quart de Démouville et on fait des courses de Rosalie. C'est vraiment très drôle. C'est vraiment très sympa, assez décalé en soirée, en mode after work. Et on a un quatrième événement qui devrait intervenir qui s'appelle Quiz Time, qui sera un jeu un peu quiz. L'idée c'était de reprendre les grands jeux télé et de les ramener sur une soirée de quiz pour les entreprises aussi. Quentin, sur une telle... vous invitez Fabien Galtier. Ouais. Quel est l'objectif de cette invitation et quel thème vous abordez dans l'interview ? Eh bien, il y avait 3 thèmes. Je vais répondre d'abord à la deuxième partie. Donc, il y avait 3 thèmes. Il y avait sa carrière de joueur, même d'homme, jusqu'à son poste de sélectionneur. Donc ça, c'était le premier tronçon. Moi, j'avais vraiment son premier mandat à la tête de l'équipe de France. Et le dernier bloc, c'était l'analogie entre son rôle de sélectionneur et le rôle de chef d'entreprise. Et c'est ça peut-être le but de ces interventions-là, c'est de faire le lien entre la vie d'un grand sportif, les valeurs qu'il porte, les épreuves qu'il a traversées, et l'analogie entre le monde du sport et le monde de l'entreprise, ça marche plutôt bien. En somme, c'est un peu ce qu'on fait avec toi ici, quoi. Ouais, c'est ça. Mais avec en tant que grand sportif que tu as été en rugby. Moi, j'ai pas la partie grand sportif. Et non, c'est un peu moins été un élevé, grand sportif. mais voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est vraiment d'inspirer les gens qui veulent venir l'écouter. Et c'était super. C'était super de l'entendre parler de comment il manage un groupe, par exemple, lui, c'est propre à son rôle de sélectionneur en ayant assez peu de temps à travailler avec chaque joueur finalement, parce qu'il n'est pas entraîneur de club à les avoir toute l'année. Mais lui, par exemple, il fait jamais travailler les points faibles de ses joueurs. Il mise que sur leurs points forts. Il n'essaie pas de les améliorer sur leurs points faibles. Il essaie de valoriser leurs points forts. Et ça, finalement, quand tu le ramènes dans ta compréhension de comment tu vas manager ton équipe, c'est un sujet intéressant. Par exemple, de se dire, ok, je vais pas essayer d'amener quelqu'un vers le côté pluridisciplinaire, essayer d'en faire quelqu'un de bon sur tous les sujets. Je vais aller dans sa spécialité, je vais le rendre hyper spécialiste de son truc et je vais avoir une succession de gens spécialistes dans leur domaine. Et l'événementiel sportif, c'est un petit peu ça finalement. C'est des profils management du sport comme le mien, très généralistes. Il n'y en a pas beaucoup à l'agence. Celle qui fait de la com, Louise, elle a fait des études en com, elle est spécialiste com.
et elle fait de l'événementiel sportif. Donc ceux qui disent je veux travailler dans l'événementiel sportif, bah, le seul qui fait de l'événementiel sportif à proprement dit à l'agence, c'est notre directeur adjoint, Vincent Ledier. Et tous les autres, on est mis dans une case, moi celle plutôt du commercial, d'autres la communication, le marketing. Donc voilà, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur vos engagements associatifs, vos expériences à côté pour être plus spécialiste d'un sujet. Vous, c'est peut-être dans une discipline, mais essayez d'être spécialiste dans un domaine, ça vous aidera, je pense. Ouais, encore Tao, j'ai une question. Vous parlez de spécialisation dans le domaine et tout, mais en soi, Execo, c'est assez vaste leur champ d'action, puisque les événements outdoor, comme toutes les courses et tout, et les team building d'entreprises et toutes les activités que vous faites avec les entreprises, même que ce soit les voyages ou quoi, ça a pas grand-chose à voir à part le sport, non? Ouais, bah oui, ça n'a pas grand-chose à voir à part le sport. C'est la raison d'être en fait chez nous, c'est de ramener l'activité physique, le sport au cœur de la vie des gens, des entreprises, des territoires. Mais c'est ça le sujet qui nous lie. Mais effectivement, moi je te parle plus de spécialisation dans un sujet commercial, communication. Mais dans le commercial, tu fais du commercial pour les événements grand public, pour le team building, pour le sport santé. Quand tu rentres chez Execo, tu sais qu'il y a 4 activités et il faut juste que ton côté spécifique commercial il puisse s'adapter aux 4 activités de l'agence, quoi. Donc c'est plus en ça qu'il faut spécialiser dans ton sujet de prédilection. Après, tu dois t'adapter à tous les produits de l'agence, quoi. Et puis la dernière partie, c'est le sujet sport santé. Et là, on fait un petit entonnoir vers le sport entreprise que je vais plus détailler ensuite. Mais le dispositif historique, c'est le club du sport. Donc c'est Martial qui a créé ce dispositif-là il y a plus de 10 ans maintenant. On fait courir des cadres dirigeants d'entreprise toutes les semaines et on les prépare pour des courses. Martial, en fait, dans son parcours olympique, il avait besoin de sponsors et il avait des chefs d'entreprise qui le sponsorisaient. Et souvent, pour maintenir le lien avec eux, il leur disait « Viens, on va faire une séance de sport ensemble ». Et en fait, il s'est rendu compte que les chefs d'entreprise ils ont un esprit de compète exacerbé, ils ont envie de défis. Et en fait, il s'est dit en créant Execo, je vais faire payer une adhésion à l'année à des chefs d'entreprise et je vais les entraîner toutes les semaines en PPG, alors course à pied principalement, mais aussi en PPG, aussi en séance de natation. Et il les prépare pour des courses. Et on a fait, Martial a formé plus de 90 marathoniens depuis qu'il a créé le club du sport. Et c'est des gens, des fois, qui arrivaient et qui, Anne-Christine, par exemple, qui avait des problèmes de dos, qui ne pouvait pas faire 5 km. Maintenant, elle fait un semi-marathon au Cours de la Liberté, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment un sujet parcours de vie, travailler autour de la santé du dirigeant, parce qu'un dirigeant, le tissu d'entreprise ici, c'est plutôt des PME. Donc, c'est des dirigeants qui sont hyper investis dans leur boîte et qui font 70 heures semaine. Sauf qu'un dirigeant qui fait que travailler sans prendre soin de sa santé, la santé du dirigeant, c'est la santé de sa boîte, quoi. Donc, hyper intéressant pour eux de pratiquer, hyper intéressant pour nous d'avoir un lien fort avec ces dirigeants, parce que c'est notre base de réseau à Caen, mais sur d'autres territoires. On a commencé par créer Caen, on a Bayeux, Saint-Lô, Vire, Le Havre aussi. Donc finalement, on a 6 groupes aujourd'hui. On a plusieurs groupes à Caen et sur ces autres territoires que j'ai cités. Et pour nous, en fait, il y a plus de 200 membres. C'est vraiment notre base de réseau. Des gens avec qui on vit des expériences à aller sur des courses. Il y en a qui sont partis à la Diagonale des Fous. Quand tu vis cette expérience-là avec ces gars, ces filles-là, quand tu as besoin que ton imprimeur qui est au club te dépanne sur quelques impressions parce que t'as raté le coche, t'as une deadline qui s'est rapprochée, il te dépanne assez facilement, quoi. Donc hyper intéressant d'avoir ce lien-là avec ces chefs d'entreprise. Alors justement, tu parlais de la Diagonale du Fou, donc vous savez où ça se passe, à La Réunion, hein. Il me semble que pour participer à la Diagonale du Fou, il faut pouvoir s'y qualifier justement, ouais, en relevant des performances. En ayant des points UTMB. Il me semble que vous organisez justement à travers l'engagement de vos chefs d'entreprise dans différents marathons, différents trails, leur possibilité de marquer des points pour aller faire cette diagonale, il me semble. Ouais, nos courses, nos trails permettent de marquer des points UTMB. Et puis après, on leur cible des courses, les Templiers par exemple, pour aller marquer des points, d'autres courses qui leur permettent de marquer des points pour pouvoir s'inscrire à la diagonale. J'imagine que le savoir-faire de Martial Fesselier en termes en tant que ancien sportif de haut niveau, mais aussi ayant une méthodologie de l'entraînement,
permet de préparer ces chefs d'entreprise à ce type d'activité, quoi. Ouais, bah, Même Martial si on est dans un sport santé. Ouais, Martial et ceux qui sont en spéathlé, lui c'est un gourou de ce sujet, quoi. Il a des membres au club, ils sont engagés sur des courses, tous les membres ont des objectifs à l'année. Il devine pratiquement à chaque fois le temps que va faire la personne à la minute près. Il les voit s'entraîner, il voit comment ils ont le goût à l'effort, à se dépasser, tout ça, et il arrive à déceler des potentiels. Et il y en a, ils disent, mais jamais je ferai ce temps-là, quoi. Ils devinent que la personne, elle fera 2 heures au semi alors qu'elle a des allures d'entraînement de 2h30, et la personne, finalement, le jour J, fait bien 2 heures au semi, quoi. Donc il a quelque chose presque d'impalpable, quoi. Si, c'est scientifiquement prouvable, ça. Hein. Ouais, j'imagine. C'est tout ce qu'on appelle le savoir-faire lié à l'expérience. Il a une telle expérience dans son domaine, j'imagine, je le connais pas. Hein, mais... Ce qui est moins prévisible, alors je suis d'accord avec toi, on fait des tests physiques, des tests VMA pour comprendre les allures de course de chacun. On les voit s'entraîner, on les évalue à rythme très régulier. Donc oui, sur le papier, on pourrait, mais il y a une composante qu'on n'a pas, c'est le mental et la personnalité des coureurs. Et pourtant, on se structure de plus en plus. Ouais, mais des fois, c'est vrai qu'on parle d'une course à venir, il va dire, bah lui ou elle, je sais qu'il va être galvanisé par le groupe, ça va le faire, quoi. Donc là, à partir de là aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir dans ce domaine de l'entraînement sportif, Martial Fessiolier aussi, c'est quelqu'un qui a du charisme. Ouais. C'est quelqu'un qui a un charisme fou, lié à son expérience, lié à son œil du maquignon, comme on va dire, et qui lui permet peut-être aussi de, comme tu le disais si bien, deviner la performance des personnes qui l'emmènent avec lui, quoi. Bah, le charisme, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est quelque chose de plutôt inné, quoi. Soit tu es charismatique, soit tu ne l'es pas. Lui, il a quelque chose, parce qu'il paye pas de mine, hein, il fait 1m65, il n'a pas une grosse voix, donc tu te dis pas. Mais par contre, quand tu l'entends, il est fédérateur, il entraîne tout le monde dans son sillage, et moi, je trouve que c'est assez inné, quoi. Si vous avez envie Enfin, ne pas être charismatique, ça ne veut pas dire ne pas être bon en communication. Et par contre, ça se travaille la com, quoi. La communication verbale, non verbale, c'est hyper important. La tonalité de votre voix, la hauteur de votre voix, le fait de préparer quand vous allez prendre la parole pour être bien clair, être bien structuré. Tout ça, ça se prépare. Lui, il a quelque chose que les autres n'ont pas tous, quoi. Donc, il a moins besoin de faire d'efforts que certaines personnes pour être charismatique et bon en communication, quoi. On l'invitera l'année prochaine et il nous dira comment il a fait pour avoir un tel charisme. Ben ouais, faudra essayer, ouais, c'est ça. Bon, c'est une piste à lancer. Ouais, c'est ça. Bon, il est normand déjà, ça aide à être charismatique, quoi. C'est vrai que les Normands sont des grands communicants. Ben ouais, surtout les chers bourgeois, ils parlent. Donc Loïc, en spéathlé, et je voulais savoir parmi vos 4 secteurs d'activité, c'est lequel qui représente la plus grosse charge de travail et le plus gros bénéfice que vous pouvez faire avec? Bah, incontestablement, c'est la partie événement outdoor. Le triathlon de Deauville, à lui tout seul, doit représenter à peu près 40% des revenus de l'agence. Donc c'est vraiment un énorme événement, une énorme locomotive pour nous. Et si je devais les classer, j'espère que Greg va pas regarder la vidéo si je me plante, mais événement outdoor en 1, les événements entreprises et le club du sport sont kiff-kiff, le sport santé en deuxième position, ex-aequo voyage en dernier. Mais les 3 dernières activités sont à peu près équivalentes en termes de chiffre d'affaires et de marge associée. Donc il y a vraiment l'événement outdoor qui se détache et nos trois autres activités qui nous permettent de souffler quand tu as un Covid qui passe par là. Et si tu n'as pas d'autres activités qui sont là pour prendre le relais, ça peut être compliqué, quoi. Donc voilà, pour un peu le placement des différentes activités. Il y a aussi la partie sport santé. On fait de la prévention santé en entreprise. On met en place des programmes d'activité physique pour améliorer la qualité de vie au travail. Voilà, on a créé pas mal de produits. On fait de l'événementiel sport santé. On va faire des semaines du bien-être dans des entreprises. Par exemple, la cour d'appel de Caen, où j'ai répondu à un appel à projet pour eux, pour lutter contre la sédentarité des agents de la fonction publique. La cour d'appel nous a dit, il y a cet appel à projet,
qu'est-ce qu'on peut en faire. J'ai répondu à l'appel à projet pour eux. Et du coup, on avait le défi s'appelait Quand la course bouge. Et je leur ai fixé l'objectif de faire 1000 km sur Quand ça bouge. Donc ça représentait à peu près sur une équipe de 250 personnes, être 81 à être inscrits sur les différents parcours de Quand ça bouge. Et ceux qui font le 21 km, ils apportaient 21 km au défi et on cumulait toutes les distances. Et donc le truc, c'était, on fait une semaine du bien-être, on découvre différentes activités, on les sensibilise aux bienfaits de l'activité physique, au risque de ne pas bouger et de ce que ça peut engendrer, par exemple les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Et après, on les entraînait en course à pied et en marche nordique. Et à la fin, ils se retrouvaient tous sur Quand ça bouge et ils devaient réussir leur défi. Et ils ont fait 1180 km, je crois. Donc ils ont réussi leur défi et ça a fait naître chez eux une vraie envie de bouger tout le temps ensemble et ça a mis une ambiance particulière. Et du coup, c'est vraiment l'idée de nos programmes d'activité physique en entreprise. C'est vraiment ça, c'est comprendre comment l'entreprise est organisée et trouver la meilleure manière pour les faire bouger. Parce que la sédentarité a un impact fort sur la santé des gens, mais donc sur la performance des entreprises, quoi. Et bien justement, le sport en entreprise, on va en discuter. Je vous présente rapidement la fédé de sport en entreprise. C'est une fédé comme toutes les autres fédés, comme la fédé de foot, sauf que son cœur de cible, c'est les salariés d'entreprise. Donc c'est une fédération qui a vraiment cette... Ça a un peu mangé mon texte, mais c'est vraiment une fédé qui a pour vocation de faire bouger les salariés et qui organise des jeux mondiaux du sport d'entreprise, des jeux nationaux et des jeux mondiaux du sport d'entreprise. Donc voilà, faut que vous connaissiez cette fédé parce qu'elle fait partie du paysage. Et le sujet des sports d'entreprise est, je trouve, très lié au contexte, l'essor du sport d'entreprise est très lié un peu au contexte politico-économique du sport en France. Ces chiffres-là commencent à avoir un petit peu d'années, mais le but c'était de vous faire comprendre que le budget du ministère des Sports est à l'époque du CNDS, le Centre National de Développement du Sport, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était financé par la Française des Jeux, qui était le principal financeur du sport en France. Aujourd'hui, la Française des Jeux finance l'Agence nationale du sport, l'ANS, qui a été créée donc en 2018 pour les JO 2024. Mais vous pouvez voir qu'avant de créer l'ANS et d'avoir ce tremplin des JO 2024, on avait un budget du ministère des Sports donc, qui allait vers les collectivités territoriales, la région, le département, les agglomérations, les villes, forcément, il y avait de moins en moins de sous pour financer le sport en France. Donc le budget des sports et le budget du CNDS ont vraiment chuté jusqu'à 2018. Ensuite, c'est remonté en vue des JO. Et là, on est à un autre virage, c'est que les JO sont finis maintenant. Et je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'activité, mais le budget des sports qui a été annoncé, il a été annoncé en forte baisse. Et il y a 268 millions de crédits en moins qui vont être alloués au sport dans le budget 2025. Et il y a certaines dépenses qui sont liées au JO, donc l'aménagement des sites, le programme d'athlètes de haut niveau. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait moins de sous qui soient alloués au sport parce qu'il y a toutes les thématiques JO qui disparaissent, mais il y a quand même 115 millions qui vont être mis en moins sur le budget des sports en 2025. Donc les entreprises apparaissent plus que jamais comme un financeur important, quoi. Nous, on bosse avec eux sur la partie, par exemple, de nos événements grand public. On a des sponsors et heureusement qu'on n'espère pas avoir que des subventions publiques pour soutenir le budget de nos événements, sinon on s'en sortirait pas, quoi. C'est pour ça que mon poste il existe et qu'on a besoin des partenaires privés. Mais pour un club, d'avoir quand vous êtes éducateur sportif dans un club, par exemple, que vous faites des prestats pour des entraînements sportifs, il ne faut pas vous concentrer que sur vos adhérents, connaître le tissu d'entreprise autour du club et aller voir les entreprises en disant moi sur le temps du midi je peux venir entraîner vos collaborateurs et faire du cardio training, du cross training, du pilate, des activités qui pourraient plaire aux collaborateurs. Ça peut être un moyen de ramener des sous au club, ça peut être un moyen de trouver des partenaires aussi en disant vous êtes partenaire du club, vous nous mettez 2 000 € à l'année, vous avez de la visibilité dans le stade, mais on vous offre
on vous offre 4 coachings avant votre participation à un événement sportif, par exemple. Mais tout ça, ça a beaucoup de sens dans l'idée que les clubs, le tissu associatif français, les fédérations, les grands événements ont forcément besoin des entreprises aujourd'hui pour s'en sortir, parce qu'il y a de moins en moins de sous et de moins en moins de subventions publiques. Il y a un autre sujet, c'est que vous avez une comparaison des modes de financement des assos sportives en Europe, ici, avec la Hollande, la France, l'Espagne, l'Allemagne. Et vous avez la courbe bleue qui est les adhérents, les adhésions, donc les licences chez nous. En vert, c'est les subventions publiques. En jaune, c'est le sponsoring, donc les recettes privées. Et les recettes d'activité en orange. Donc les Hollandais, ils ont des buvettes qui tournent fort, ils ont pas mal de recettes d'activité, gros buveurs de bière. Mais on peut voir que les subventions publiques, elles sont qu'à 5 de valo. La courbe verte, elle est très petite. Pareil en Espagne, pareil en Allemagne, c'est le même modèle à peu près pour tout le monde. Et nous, en France, on a un modèle qui est extrêmement basé, hormis les licences, sur les subventions publiques. Et cette courbe verte, elle recule d'année en année. Et il faut trouver le moyen d'avancer la petite courbe verte, la petite courbe verte qui est à 7 de valo ou les recettes d'activité. Et pour ça, même si vous êtes simplement que coach dans votre asso, aujourd'hui vous allez être des hommes, des femmes à tout faire. Quand on est dans une asso et qu'on est salarié, on doit faire aussi de la gestion de projet, quoi. Ayez conscience que votre rôle, ça peut être aussi de ramener des sous à votre structure et ça, de miser sur le sport en entreprise, sur les entreprises, voire sur organiser un événement dans l'année pour ramener des sous, c'est un sujet important, je pense. Il y a beaucoup de pratiquants aussi en France. Les JO ont aussi eu cette fonction de ramener de plus en plus de pratiquants. Il y a un autre sujet, une autre courbe qui, elle, descend, c'est le nombre de bénévoles qu'il y a dans les assos. Donc ça, moins de bénévoles, donc besoin de plus de professionnalisation parce qu'on a besoin de salariés pour s'occuper des assos. Et aujourd'hui, les assos, elles sont dans un mouvement un peu critique où il y a beaucoup de demandes. Il y a de moins en moins de bénévoles. La valeur d'engagement des gens, elle change pas mal. Notre génération, votre génération, parce qu'on aura 10 ans d'écart, mais votre génération, elle voit l'engagement bénévole d'une autre manière. Je pense que c'est à nous, organisateurs, et à nous, tissus associatifs, de s'adapter au nouvel état d'esprit. Mais je pense que la jeune génération, elle a besoin d'une mission claire, à durée déterminée. Tu viens et tu t'occupes des réseaux sociaux pour un événement. Tu vas nous coacher telle entreprise avant de participer à l'événement. Ça, c'est une mission claire pour vous. Vous engagez, c'est à durée déterminée. L'engagement de tes trésoriers à durée indéterminée pour un cycle de 5 ans, oui, c'est difficile de s'engager, quoi. Donc, je pense juste que le mouvement sportif doit s'adapter aux attentes et aux envies de la nouvelle génération. Mais donc, il va falloir professionnaliser les assos, faire face à une demande croissante avec moins en moins de bénévoles, donc trouver des moyens pour faire tout ça. Et donc, le sport d'entreprise est un enjeu, selon moi, assez fort. Je ferme cette parenthèse du contexte. Je vais pas faire le petit jeu caout parce que la dernière fois, ça nous avait pris pas mal de temps. Donc, je vais passer, mais je vais vous donner toutes les infos qui étaient dans ce quiz. Je vais vous restituer ça. Mes arguments, moi, quand je vais voir une entreprise, et si vous voulez vous adresser à une entreprise pour aller coacher des salariés d'entreprise, il faut que vous maîtrisiez un petit peu l'argumentaire, quoi. L'argumentaire, c'est que la sédentarité est devenue, depuis 2012, la première cause de mortalité évitable dans le monde. Donc, avant, c'était le tabac. Maintenant, le fait de ne pas bouger tue plus que le tabac. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à fumer et aller courir. Mais voilà, la sédentarité est devenue un gros problème, un gros problème pour la société. 95% des Français ne rentrent pas dans les critères soit d'activité, soit d'une sédentarité qui est trop élevée. On est sédentaire quand on est dans une position assise ou allongée. Les métiers sont de plus en plus sédentaires. Même vous, à la fac, au final, vous passez des heures et des heures assis derrière un pupitre si vous allez en cours. Et donc, au final, on est pas mal sédentaire quand on est étudiant aussi. Mais il faut contrebalancer avec de l'activité physique à côté pour pas avoir les effets néfastes de la sédentarité. Mais dans les entreprises, vous avez la vie familiale qui vient grappiller le temps après le boulot. Vous avez le travail et c'est parfois difficile de caler de l'activité physique, quoi.
Et les entreprises ont pris ce sujet en main et se disent, bah oui, moi en tant qu'employeur, si j'arrive à mettre en place les bonnes conditions pour que les gens pratiquent, bah, je vais en faire des gens en meilleure santé, qui vont être plus attachés à mon entreprise et ça compte, quoi. Donc gros enjeu de diminuer la sédentarité des Français. Il y a aussi un enjeu de compétitivité. Je vous ai mis un tableau qui reprend beaucoup d'éléments, mais pour résumer, il y a une étude qui a été faite par le MEDEF en 2015, qui a été réactualisée en 2023, qui va sourcer un peu les effets de l'activité physique pour les entreprises. Et ce que montre l'étude, c'est qu'il y a 32% d'absentéisme en moins. L'absentéisme, c'est les gens qui ne viennent pas au travail, hors congé payé évidemment. Donc les gens sont en meilleure santé, ils ont moins mal au dos, je vulgarise le sujet, hein. Mais tu es en meilleure santé, tu as moins mal au dos, donc tu es moins souvent absent au travail. Ça peut être aussi, tu es un peu en déprime, tu trouves pas trop d'intérêt dans ton boulot, bah, là tous les midis, tu as une petite bulle d'air avec tes collègues où tu décompresses, tu as un bon exutoire, tu pratiques, bah ouais, tu es moins souvent absent au travail. Tu as plus de productivité, de 6 à 9% de productivité en plus, donc potentiellement l'entreprise est plus performante. Tu as moins de dépenses de santé pour les gens, 250 € de dépenses de santé en moins en moyenne. Et puis, y a tous les effets positifs pour la santé. Par exemple, le risque d'avoir un cancer qui est forcément diminué si tu fais une activité physique régulière. Donc, tous ces arguments-là font que, en plus, on va travailler de plus en plus vieux parce que l'âge de la retraite recule. Les Français sont de plus en plus sédentaires, donc il y a vraiment une prise de conscience à avoir que si on n'impulse pas les activités physiques, on va dans le mur nous sur notre santé, mais les entreprises elles vont avoir du mal à s'en sortir aussi. Ça, c'est une petite étude qui a été faite par Harmonie Mutuelle. Sur 100 salariés, 50 ne font pas d'exercice physique, 38% sont en surpoids, 44% souffrent de stress, 27% ont un souci ou une maladie cardiovasculaire. C'est énorme. Le stress qui est lié à l'activité professionnelle et puis aussi le fait d'être sédentaire, de ne pas bouger, notamment au niveau du système cardiovasculaire, c'est un impact énorme, quoi. La déconnexion aussi, ça a un rôle pour la déconnexion, ça a un rôle pour gérer mieux le stress. Donc là aussi, gros intérêt de pallier à tous les risques liés au monde de l'entreprise. Et d'ailleurs, sur les risques, les TMS, vous avez tous ce terme-là, les troubles musculo-squelettiques. Ouais. C'est des douleurs chroniques qu'on ressent à force de faire souvent un mouvement qui est répétitif. C'est la cause numéro 1 des TMS, c'est de faire toujours le même mouvement. Et donc de ressentir une douleur. 8 salariés sur 10 déclarent ressentir un TMS. Moi, par exemple, quand j'étais à la FFSE, je bougeais, j'étais souvent en formation, ça allait bien. Depuis que je suis chez Execo, je passe 8 heures assis derrière un PC tous les jours. Et j'ai commencé à avoir mal au cervical, par exemple, parce que tu es toujours en train de regarder ton PC, j'ai un double écran, je fais que tourner la tête, et en fait, ça me va pas trop, quoi. Donc, j'ai commencé, moi, à avoir mal en allant chez Execo. Alors après, on a mis en place des bonnes pratiques en termes d'ergonomie, d'activité physique. J'avais arrêté le rugby, j'ai repris d'autres sports, ça va mieux maintenant. Mais au final, tout le monde peut être soumis à ça. Ça représente quand même 87% des maladies pro. Ça fait perdre 9,7 millions de journées de travail, les TMS. Donc ces douleurs chroniques qui peuvent être évitées par des activités physiques, ça fait perdre près de 10 millions de journées de travail. C'est énorme. Donc réduire le mal de dos, par exemple, c'est un enjeu énorme pour les entreprises, quoi. Parce que il y aura moins d'absentéisme, il y aura moins d'impact négatif pour l'entreprise. Bon, je vous passe cette partie-là qui est un peu technique sur le coût des TMS. Ce sujet-là un peu plus parlant. Les douleurs au canal carpien, c'est le TMS le plus répandu. Le canal carpien, c'est ici au niveau du poignet. À force de cliquer toute la journée, d'avoir une souris dans cette position-là, qui n'est pas une position ergonomique. La personne qui a créé la souris, la position naturelle de l'avant-bras, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Et aujourd'hui, les souris ergonomiques, elles sont verticales et la cellule, elle est dessous. Et vous cliquez comme un joystick en haut ou en bas. Et en fait, quand vous faites ce mouvement-là, vous tordez vous avez une goulotte ici au niveau du coude et du poignet. Et vous allez tordre votre tissu ligamentaire au niveau du poignet. Et donc, vous allez avoir des douleurs au canal carpien. Donc, aujourd'hui, on recrée des souris droites, mais celui qui a créé la souris
allongé comme ça, en fait, il a eu un impact énorme sur les entreprises parce que un TMS au poignet, quand vous vous êtes pris en charge, c'est 140 jours d'arrêt de travail et un coût de 9 000 € pour l'entreprise en coût direct, et vous multipliez de 2 à 5 pour les coûts indirects, c'est-à-dire tu dois recruter quelqu'un parce que la personne est absente, tu dois former quelqu'un, ça coûte à la sécurité sociale, c'est énorme l'impact. On constate, de par ta description là, que tes cours de physiologie et d'anatomie au STAPS t'aident encore aujourd'hui Exactement. dans ton exercice quotidien professionnel. C'est le tronc commun dont je vous parlais tout à l'heure, mais moi j'ai un profil management du sport, mais au final les sujets santé, puisque je suis plutôt lié à des thématiques sport santé, elles étaient importantes pour moi. Ouais. Donc le tronc commun est intéressant. On va parler de choses un peu plus pratiques. Là j'ai énuméré toutes les bonnes pratiques en termes de sport en entreprise. J'espère que ça va vous parler. Il y a beaucoup de boîtes qui aménagent leur salle de pause déjà, assez facile à faire. Vous achetez un roll-net de chez Decathlon, vous enlevez les affaires sur un bureau, vous mettez votre truc, vous pouvez faire un tennis de table tranquille. Donc ça, c'est un bon moyen de faire bouger les gens en vrai. Il y a beaucoup d'entreprises qui aménagent une salle de sport. Bon, ça au final, il y a beaucoup de contraintes qui sont liées à ça. Généralement, les PME normands n'ont pas les moyens de le faire, mais le laboratoire Gilbert, par exemple, au Ganil, là, ils ont une salle de sport pour leurs collaborateurs. Mais c'est des contraintes. Il faut avoir 2,80 m de hauteur sous plafond, il faut avoir des mousses sur tous les angles, il faut avoir une ligne directe pour pouvoir appeler les secours dans la salle. Enfin, le cadre juridique qui encadre ce sujet d'aménager une salle de sport en entreprise, c'est pas si simple à mettre en place. Donc là, on est plutôt sur un sujet qui est lié aux entreprises d'une assez bonne taille et qui marche bien parce que ça a un coût. Une chose toute bête, c'est d'utiliser le Swiss Ball. Vous savez, les ballons de gym, ouais, qu'on appelle ça aussi des gym balls, qu'on utilise par exemple pour remuscler le périnée des femmes enceintes. Je suis à fond dans le sujet là. Du coup, on l'utilise pour remplacer la chaise de bureau. En fait, sur Swiss Ball, vous êtes assis, je bouge pas trop, vous êtes assis et vous n'avez pas de dossier, donc vous êtes obligé d'être droit. Si vous commencez à vous avachir, le ballon il roule et du coup vous êtes en déséquilibre, donc vous avez forcément le dos droit. Et sans vous en rendre compte, c'est une séance de sport parce que vous musclez vos cuisses, vos fessiers et surtout les muscles profonds qui maintiennent la posture. Et quand vous faites du gainage, vous allez renforcer ces muscles-là, par exemple. Mais quand on est assis derrière un bureau toute la journée, c'est les muscles profonds qui s'appauvrissent. Et le Swiss Ball, en fait, c'est top parce que ça remuscle le dos, les abdominaux. Et c'est vraiment une séance de sport sans s'en rendre compte. Et franchement, essayez de le faire chez vous. Vous allez voir qu'au bout de 15 minutes, vous allez être, même en étant sportif, vous allez ressentir les effets du truc, quoi. Moi, j'ai mis 6 mois avant de pouvoir rester dessus toute la journée et je travaille que sur un Swiss Ball aujourd'hui. Mais c'est vraiment trop bien et depuis que j'utilise, vraiment, j'ai moins de douleur au dos du fait d'être assis toute la journée. Donc c'est vraiment top et dans toutes les boîtes où il n'y a pas des gens qui sont hyper branchés par le sport, ça c'est un bon moyen de leur amener un petit peu de bien-être sans les faire trop bouger non plus. La mise en place de l'éveil musculaire avant la prise de poste, au final, vous avez les métiers sédentaires, où là, il faut faire bouger les gens, par exemple par des cours collectifs sur le temps du midi. Il y a aussi des métiers qui sont physiques. Je pense à ceux qui travaillent dans le bâtiment. On ne va pas leur faire du sport sur le temps de midi, pas du tout adapté à ce profil-là. Par contre, leur faire comprendre que leur activité a un impact physique, parce que quand tu travailles dans les métiers du bâtiment, t'as mal partout, t'as mal aux épaules, t'as mal aux abdos, t'as mal au dos, tu te blesses souvent, il y a beaucoup d'absentéisme. Parce que les gens, ils ne voient pas leur métier comme un métier physique, alors que pendant 8 heures, ils vont avoir un métier où ils vont soulever des charges. Et l'éveil musculaire, c'est faire une analogie entre le monde du sport et le monde de l'entreprise et leur dire, prenez 10 minutes de votre temps pour faire un éveil musculaire et ensuite allez bosser. Vous allez être plus habile, vous allez moins vous blesser, vous allez protéger votre dos, vous allez travailler avec vos muscles plutôt que votre squelette. Et nous, on forme des référents à l'éveil musculaire, c'est-à-dire qu'on forme des salariés à faire reproduire l'éveil musculaire auprès de leurs équipes. Donc c'est pas un coach ex-aequo qui vient toutes les semaines parce que ça coûte très cher et parce que dès que le coach n'est pas là, plus personne fait l'éveil musculaire. Le but, c'est de ramener la compétence dans les entreprises et ça marche vraiment très bien. Bouygues, qui est un géant de la construction, du bâtiment, le fait depuis 20 ans maintenant et ils ont 20% d'absentéisme en moins par rapport à tous leurs autres concurrents, quoi. Aujourd'hui, toutes les boîtes se sont mis au sujet et pas que dans le bâtiment. Je suis intervenu, moi, dans des maisons de retraite, par exemple, pour le faire. Tout ce qui est lié au médical, au service à la personne, c'est des métiers où tu manipules
des charges, tu vas avoir quelqu'un qui fait un malaise, il faut être en capacité physique de le retenir. Et en fait, c'est le pire, c'est ces métiers-là où on se dit, il faut pas être forcément en bonne santé physique, être costaud, faire un éveil musculaire pour pouvoir faire ce métier. Et en fait, si, parce que les gens se blessent beaucoup dans ce type de métier-là, donc hyper intéressant à proposer en entreprise. Mettre en place des activités physiques hors ou dans l'entreprise, là, c'est une salle de pause, on pose des tapis, on fait du yoga, quoi. En fait, si l'entreprise n'a pas de douche, on peut faire ça dans l'entreprise et on peut faire plein de choses. On peut faire des activités très douces comme la sophrologie, le tai chi, le qigong, et on peut faire des activités qui ne nécessitent pas de prendre une douche. Donc, le yoga sous certaines formes, parce que le yoga peut être assez intense pour qu'on doive prendre une douche, mais le yoga sur certaines formes, le pilate aussi, voilà, il y a des activités qu'on peut faire si on n'a pas de douche, et si on a besoin d'avoir accès à une douche, là il faut souvent trouver une infrastructure autour de l'entreprise, et on peut proposer des choses un peu différentes. Autre chose qu'on peut faire, c'est mettre en place des cours en ligne, ça aussi dans vos assos, dans votre activité, quand vous êtes coach salarié d'une asso, d'un club, ou si vous êtes auto-entrepreneur, si vous avez les moyens de vous enregistrer, quand on est une période Covid par exemple, c'était super d'avoir accès à des vidéos pour pouvoir faire du sport chez soi. Quand vous adressez à des entreprises qui ont des commerciaux par exemple, qui sont jamais dans les locaux de l'entreprise, un commercial, tu lui dis bon, ok, tu pourras pas faire de cours collectif avec le reste de l'équipe. Par contre, on a une base de données de vidéos, tu mets la vidéo et tu peux faire ton cours de cardio training chez toi, dans un parc si tu es en déplacement. Ça peut être vraiment intéressant. Ça, c'est un des anciens étudiants, Simon Chouinard, qui était à votre place il y a quelques années. Lui, il a fait entraînement sportif également. Comment ? Simon a suivi la filière, la mention entraînement sportif. Là. Et puis il aimait tellement la filière qu'il a dû la faire en 5 ans. Ah oui, alors donc, ça, sans commentaire. Simon, lui, c'était pas un grand fan des cours. Par contre, il était hyper engagé sur tout ce qu'il faisait à côté. Donc bon, il était tellement engagé à côté que les cours passaient un peu à la trappe et il a mis un petit peu de temps avant de faire sa licence. Mais lui, il a un parcours assez dingue. Moi, je l'ai pris en stage en service civique à la Ligue de sport entreprise. Alors ça, c'est pas dingue du tout. Mais après, il est parti dans l'hôtellerie de luxe où il a bossé dans des spas. Il a rejoint un de nos potes qui gérait un resto là-bas. Il l'a fait rentrer dans un hôtel et c'était à Saint-Barth. Il a commencé à bosser dans le spa à Saint-Barth. Il s'est mis à faire du trail là-bas. Et il a lancé des sorties de trekking. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de trace, tu pars dans la nature et c'est toi qui fais ta propre trace. Et il avait des clients russes, américains. Et en fait, c'était des gens qui avaient envie de découvrir l'île en courant. Donc, il les emmenait découvrir l'île. Il a commencé à avoir un bon niveau en trail. Là, il gagne des courses. Il a gagné le marathon là récemment de Saint-Barth, qui est presque un trail tellement il y a dénivelé, et il fait des trails de 100 bornes. Il est classé UTMB. Enfin, c'est devenu un super coureur. Et lui, il a monté vraiment le programme sportif de l'hôtel qui n'existait pas, quoi. Donc il est parti du trekking et il a monté après des coachings individuels pour les résidents de l'hôtel. Il a monté des stages de trekking à Ibiza. Enfin, il a fait des trucs de fou, quoi. Donc Simon, c'est un bon exemple de quelqu'un qui était pas forcément branché court, qui a eu un peu de mal à s'y mettre, mais par contre, il a fait tellement de choses à côté qu'il a nourri son profil et il a trouvé sa voie, quoi. Donc voilà, courageux. On peut peut-être espérer que ses études en STAPS l'ont aidé un peu, quoi. Je pense. À ton contact notamment. Je l'ai pas eu beaucoup. Les actions de sensibilisation, ça c'est, je pense, vraiment le socle du truc, c'est que faut bien se dire que vous êtes stapsien, vous êtes passionné par le sport. Moi, j'étais comme vous, je suis arrivé en entreprise, je leur ai dit mais on va faire des tournois et tout, ça va être incroyable. Moi, j'étais hyper convaincu du truc, sauf que dans les entreprises, tu as 20% de sportifs, même pas, quoi. Donc les gens ils disent oui, mais moi en fait, j'ai pas du tout envie de faire de la compète, j'ai pas du tout envie de faire du sport, c'est à une demi-heure de route, oula, moi j'ai pas du tout envie. Donc en fait, il faut sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent que il va falloir bouger dans leur vie, sinon ils vont dans le mur, quoi.
Donc, il ne faut plus parler de sport du tout, parce que c'est un gros mot pour plein de gens. Et la sémantique est vraiment importante. Faut leur parler d'activité physique, de fait de bouger. Jamais leur parler de sport, parce que c'est connoté, même pour un dirigeant d'entreprise, c'est connoté compétition, blessure, se chamailler pour la victoire. Et c'est pas du tout ce qu'on veut mettre dans l'entreprise. On veut juste faire bouger les gens pour qu'ils soient en bonne santé, quoi. Donc, ça veut dire qu'on leur parle que d'activité physique, du fait de bouger. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'est sorti de l'esprit. Bref. Donc, la phase de sensibiliser, de comprendre l'argumentaire que je viens de vous donner dans les slides d'avant, mais de pouvoir ressortir cet argumentaire-là, c'est hyper important pour que les gens comprennent leur intérêt à agir. Si les gens ont compris qu'ils ont intérêt à bouger, si un dirigeant que vous allez voir pour avoir des sous, vous allez réussir à le convaincre que ça va être bon pour son entreprise, bon pour lui, bon pour ses salariés, bah vous avez tout gagné, mais faudra forcément passer par cette étape-là, quoi. Et c'est pas l'étape la plus simple, donc il faut vraiment travailler son discours. Et moi, en sortant de STAPS, j'ai commencé à donner quelques cours en APAS, quelques conférences, et j'étais vraiment une grosse quiche à l'oral, plutôt timide. Et en fait, le côté de sortir de sa zone de confort, mon premier cours qui devait durer 2 heures, je l'ai fait en 45 minutes parce que je parlais à toute vitesse, c'était horrible. Au bout de 45 minutes, je leur ai dit, vous voulez une petite pause et tout? Ils ont dit, ouais, trop cool. On est parti en pause et pendant 10 minutes, un quart d'heure, j'ai essayé de trouver ce que j'allais dire en deuxième heure, quoi. Donc c'est pas simple. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Ton charisme, tu l'as appris. Bah ouais, c'était vraiment pas inné pour le coup. Et je sais pas si on parle de charisme, mais le fait de pouvoir s'exprimer sur un format court conférence, bah faut le bosser, quoi. Et en fait, ça aussi, le fait d'avoir des expériences à côté des STAPS, bah parfois ça va pas forcément être confortable pour vous, quoi. Et la première fois, vous allez vous dire, ouais, je me suis lancé dans un truc, j'aurais jamais dû le faire. Vous allez arriver, vous allez avoir les pétoches, vous allez rater votre truc. Mais il faut vous dire que la deuxième fois sera plus facile et encore plus facile. Et dès que vous avez craqué un sujet, essayez de passer à un autre et avancer comme ça, quoi. Franchement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ça. C'est dès qu'il y a un sujet qui devient confortable pour vous, essayez de trouver un autre sujet qui l'est un peu moins. Lancez-vous dans un rendez-vous un peu plus commercial, essayez de convaincre un dirigeant, essayez de convaincre des collaborateurs. C'est vraiment intéressant pour vous et ouais, quelqu'un que vous avez réussi à convaincre, il vous suivra n'importe où, quoi. Donc ce sujet de sensibilisation est important, je pense. Il y a le sujet prévention santé. Alors là, on s'éloigne un peu du sport, mais le geste et posture, c'est assez lié à l'éveil musculaire. L'ergonomie au poste de travail, bah, à force d'intervenir en entreprise, j'ai beaucoup parlé d'ergonomie et je suis pas ergonome, mais j'ai des notions et j'en parle beaucoup. Et le sujet de la prévention santé par l'éveil musculaire et par le geste et posture, c'est hyper important. Mais le discours, c'est que là, le carton au milieu de l'entrepôt que tu peux aller chercher en pliant les genoux, c'est le bon geste, c'est bien. Faut plier les jambes, travailler avec les jambes, déplier les jambes, là ensuite se relever. C'est super, sauf que ça arrive jamais dans une entreprise. En fait, la situation idéale dans laquelle tu peux faire du bon geste et posture, elle n'arrive pas, quoi. Quand tu travailles sur un chantier et que tu es plié en deux pour faire une soudure dans une coque de bateau, par exemple, sur les chantiers maritimes à Cherbourg, bah, les soudeurs là-bas, ils sont dans une coque en train de faire le truc d'une main, ils n'ont pas le choix de faire ça. Et là, soit ton corps il est capable de faire le mouvement, soit il n'est pas capable, quoi. Donc le sujet geste et posture, prévention santé, éveil musculaire est assez lié. Il y a le sujet du team building, qui est un bon moyen de faire bouger les gens. Voilà, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et puis, il y a un sujet qu'on porte chez Execo. Je vous ai parlé tout à l'heure du club du sport, qui était un de nos dispositifs sport santé. Notre autre dispositif, c'est le club forme santé, que tu connais pas, Fred, qui est nouveau. Qui est un dispositif qu'on a lancé en septembre. C'est inspiré de quelque chose que j'avais créé à la Ligue normande du sport d'entreprise, qui s'appelle la plateforme Harmonie Mutuelle. Et les deux ont exactement la même fonction, c'est-à-dire proposer un service d'activité physique mutuelle aux entreprises d'un même territoire. Donc l'idée, c'est vous avez une infrastructure sportive, vous avez un tissu d'entreprise qui entoure cette infrastructure, et en 5 minutes, donc un des piliers, c'est la proximité. En 5 minutes, sur le temps du midi, vous pouvez aller dans l'infrastructure sportive et pratiquer. Vous pratiquez une activité de santé, vous prenez votre douche, vous repartez au travail. Simple, efficace. En 1h30 de temps, vous avez le temps ce créneau du midi dans les entreprises, c'est le seul créneau sur lequel vous pouvez vous placer
si tant est que l'entreprise ait une organisation de travail classique avec une pause sur le temps méridien. Mais l'idée, c'est que les infrastructures sportives des villes, elles ne sont pas utilisées par les scolaires sur le temps du midi et elles ne sont pas utilisées par les clubs. Donc en fait, c'est un moment creux où il n'y a rien dans les infrastructures sportives. C'était le cas à Colombelles et c'est le cas au Club Forme Santé à l'Avant-Garde Canet, juste à côté. Donc on est basé à l'Avant-Garde. On a 8 activités par semaine. Tennis de table, cross-training, cardio-training, yoga, pilates, futsal, badminton. Et j'en ai 8. J'en ai 7. Il m'en manque une. Bref, il y en a encore une que j'oublie. Mais là, on a un bassin d'entreprise qui est énorme. Ça va du CITIS jusqu'à la CCI à Saint-Comté. Et en moins de 5 minutes, vous êtes sur les espaces de pratique. On est en train de travailler avec l'université pour pratiquer pendant les vacances scolaires au campus 2, dans les gymnases du campus 2. Il y a un petit peu d'inertie dans l'université, mais on va y arriver. Donc j'ai bon espoir, on est suivi par les services de l'université, donc j'ai bon espoir qu'on puisse proposer aussi des pratiques pendant les vacances scolaires aux entreprises, parce qu'elles ne sont pas toutes en vacances, les entreprises. Donc sur les 2 semaines de vacances scolaires où l'avant-garde est fermée, enfin pas accessible pour les entreprises, on aimerait bien pratiquer une semaine ici à l'université. Mais l'idée, c'est que sur le temps du midi, les gens puissent aller bouger. Et pour nous, c'est ça le sport de demain, le sport entreprise de demain, c'est simplifier au maximum l'accès aux activités physiques. Et une entreprise qui veut financer un coach seul, ça coûte cher. Là, c'est toutes les entreprises de la zone qui financent un coach qui pratique dans une infrastructure. Et ça marche vraiment bien, quoi. Donc voilà, on a une centaine d'adhérents là depuis septembre. Et le but, c'est d'être 20 entreprises, 200 à 300 adhérents. Et là, on sera dans un rythme de croisière. Et le but, c'est de dupliquer ce dispositif parce que la proximité, c'est l'argument numéro 1. Si tu fais plus de 5 minutes en voiture sur ton midi, c'est impossible. À l'époque où j'ai créé Colombelles, je voulais le faire au campus 2. Mais il y a un autre frein, c'est que tu ne peux pas te garer ici. Et un salarié d'entreprise qui n'est pas trop branché sport, que tu sensibilises, tu lui dis vas-y, viens tester, ça va être super, il ne peut pas se garer, il ne reviendra jamais. Donc si demain vous voulez proposer des activités pour des salariés d'entreprise, le côté diagnostiquer quelle est l'offre idéale en essayant de comprendre quels sont tous les freins d'accès à l'activité physique, le fait de ne pas se garer par exemple, c'est un gros frein, quoi. Pas prendre une douche, pas pouvoir prendre de douche, c'est le frein numéro 1. Mais le fait de ne pas se garer, d'avoir du stress quant au trajet, là on est dans un effet qui est néfaste au dispositif, quoi, qui ne valorisera pas le dispositif. Un autre moyen, c'est de participer à un événement sportif. Là, les entreprises qui ont besoin d'une bonne raison pour bouger, vous leur dites vous allez faire le triathlon de Deauville. Alors là, c'est le raid du triathlon de Dinard, par exemple. On a un raid entreprise sur le triathlon de Dinard le vendredi. Ils ont cet objectif à l'année, on les entraîne toute l'année, simple, efficace. Le côté défi à relever, ça plaît à tout le monde. Donc là aussi, un super moyen de faire naître des bonnes pratiques en termes de sport en entreprise. Alors, justement, Quentin, tu dis vous les entraînez toute l'année ? Comment ? Vous les entraînez toute l'année ? Si, alors, qui gère cet entraînement dans votre structure ? Ça dépend. Est-ce que c'est des professionnels de l'entraînement ? Est-ce que c'est toujours des professionnels de l'entraînement. Soit c'est lié à un dispositif sport santé qui va au-delà de leur participation à l'événement. En fait, il y a des entreprises, elles veulent juste participer à l'événement sportif. Elles s'inscrivent et elles participent au challenge entreprise de Dinard, de Deauville, du LUT. Et à chaque fois, on leur propose un programme d'entraînement sur mesure. Et là, c'est un coach chez nous qui intervient. Nous, on a 2 coachs qui sont salariés chez Execo, qui font plutôt de la gestion des autres coachs qui sont en freelance. Donc, si vous êtes coach auto-entrepreneur, Donc là, c'est important pour nos étudiants qui sont sur cette mention. Ça veut dire qu'il peut y avoir un débouché professionnel sur une structure comme la tienne. Oui, tout à fait. Nous, on a que 2 coachs chez Execo, on a beaucoup de clients et on a besoin de s'appuyer sur des ressources du territoire. Et une entreprise au Havre, on ne veut pas déplacer quelqu'un de Caen qui fait partie de notre réseau au Havre. On va aller trouver des intervenants au Havre. Donc on a besoin d'avoir un maillage territorial fort avec beaucoup de pratiques de proposer. Donc si vous avez une pratique où vous êtes formé sur cette pratique, si vous avez un statut auto-entrepreneur, c'est encore mieux.
dites-le moi, on a un fichier d'intervenants lié à des pratiques. Et si une entreprise nous appelle en nous disant je participe au triathlon de Deauville sur du triathlon, j'ai besoin de m'entraîner en course à pied, j'aimerais faire un mois de préparation, j'ai un coach course à pied qui peut être l'un ou l'une d'entre vous, je vous mets en relation et ça part, quoi. Ça, c'est quand même très important à le préciser par rapport à nos étudiants qui sont là, Ouais. étudiants et étudiantes, puisque naturellement, eux, ils sont dans le domaine purement de la programmation, de la méthodologie de l'entraînement, quoi. Donc ouais, là hyper cool pour vous en plus d'avoir un événement en support, parce que tu peux planifier de manière chronologique un entraînement avec un objectif, tu as une distance, c'est assez simple à mettre en place, quoi. Enfin, je dis ça, j'ai jamais fait entraînement sportif, mais j'imagine que d'avoir un temps de préparation de 6 semaines pour avoir une performance sur un événement, ça colle plutôt bien à ce que vous savez faire. Donc on a des challenges d'entreprise sur tous nos événements, c'est un sujet qui peut être intéressant pour vous. Les événements ex-aequo, je vous ai remis les dates ici. Je vous ai remis les dates ici parce que si jamais vous avez envie de découvrir les événements, d'être lié à un de ces domaines, triathlon, trail, vélo, nous on a toujours besoin de bras pour nous aider. Chez ex-aequo, à part moi qui a été recruté où j'ai répondu à l'annonce, je connaissais un peu Martial et j'ai fait mon entretien et je suis rentré chez ex-aequo, mais tous les autres soit ont été bénévoles sur un de nos événements, soit ont fait un stage, soit ont fait une alternance chez ex-aequo. Donc si jamais c'est un domaine qui vous intéresse, si jamais vous avez envie d'être coach chez nous, tous ceux qu'on connaît parce qu'ils viennent voir nos événements, par exemple vous êtes en spé-athlé, vous avez envie de voir comment on organise la partie course à pied d'un triathlon, ou vous avez envie de voir comment on organise un trail, on a pas mal de missions. L'année dernière, tu te souviens, Fred, je t'avais sollicité parce qu'on manquait de bras sur une mission qui était assez simple, c'était le ravitaillement course à pied sur le triathlon de Deauville. On a besoin d'une équipe dynamique, jeune, parce que ça envoie sur le découverte, le DO 750, on est 2000 coureurs, quoi. Et en très peu de temps, parce qu'en découverte, les distances sont assez courtes, donc la partie course à pied, il y a tout le monde qui passe au ravito pratiquement en même temps, et faut envoyer du steak, quoi. Et on s'est dit, bah ouais, un groupe de Stapsiens motivés qui ont envie d'aller à Deauville l'été pour vivre une expérience, on s'est dit que ça pouvait être sympa, donc je vous ai remis, je vais revenir sur cette slide, je vous ai remis ce qu'on avait mis sur le mail l'année dernière. Ça, c'est une photo de à quoi ressemble le ravito running. L'émission, c'est assurer le ravitaillement de course à pied. Vous êtes rattaché à la direction sportive. Donc, il y a des moments de réunion avant pour que vous compreniez comment est organisée la direction sportive, comment on fait pour au niveau des flux, organiser un ravitaillement en si peu de temps avec autant de participants. C'est une mission qui s'est effectuée en équipe de 20 personnes. Donc, si vous êtes un groupe de potes et que vous avez envie de faire ça en groupe, c'est vraiment une expérience qui est très très cool. Le village, il est sur les planches de Deauville pratiquement. Vous traversez les planches, vous êtes sur la plage, quoi. Donc c'est pas mal pour lier l'utile à l'agréable. Le but, c'est d'améliorer l'espace de ravito, de mettre en place la distribution de denrées, de préparer le ravito, encourager les participants. Un des marqueurs du triathlon de Deauville, c'est tous les bénévoles qui encouragent les participants. En fait, tu passes 2 heures à encourager les gens, ils ont leur prénom sur leur dossard. Tu peux crier des « Allez Kiki !» tu vois, il n'y a pas de problème. Donc c'est très cool. Enfin, ouais, moi qui suis allé sur toutes les missions à peu près du triathlon pour découvrir un peu ce que vivaient mes collègues, les missions liées au ravitaillement, je trouve ça bien parce que tu es au contact des gens, ils sont dans leur course, tu les aides, ils ressentent vraiment de la gratitude sur ce moment-là. Là, c'est le gagnant du longue distance, Yann Guyot, que vous avez en haut à droite. Lui, il vient nous voir après chaque course, il nous dit ouais, c'était super, j'ai manqué de rien, merci. Tu les aides vraiment dans leur performance, quoi. Et je trouve ça intéressant pour vous qui avez une filière où vous accompagnez les athlètes dans leur performance. Et donc, c'est le 21 et le 22 juin cette année. Et je vous ai mis le top 6 des raisons de venir faire une mission bénévole chez ex-aequo. Déjà, tu vas vivre une expérience super sur le premier triathlon mondial. Tu repars avec des cadeaux et le ventre plein. Et manger, c'est important. Courir plus pour manger plus, hein, c'est vraiment la devise. Mais vous avez votre t-shirt, vous avez
les repas c'est mes parents qui sont bénévoles dans la tente des bénévoles, donc vous aurez des repas servis par Alain et Christine. Voilà, vous avez des goodies, des cadeaux de nos partenaires, vous avez plein de choses. Tu te mets en avant auprès d'un employeur potentiel, ex-aequo, mais aussi la Ligue normande de triathlon, mais aussi les partenaires associés qui te voient, la ville de Deauville par exemple. La ville de Deauville a beaucoup de clubs dans la ville. On fournit des attestations de bénévolat qui peuvent te servir quand tu candidates à un master par exemple. Ça te fait une ligne de plus à ton CV pour faire craquer tous les recruteurs. Et c'est Laurie qui a fait le top 6, elle est très drôle. Vous avez son contact en bas, Laurie Colas. Et puis on rembourse évidemment les frais de déplacement, tout ça. Donc vous venez à Deauville, ça ne vous coûte rien évidemment. Donc si ça vous tente, contactez Laurie ou contactez-moi, on sera ravis de vous accueillir, ce serait vraiment très cool. Bien joué, merci, Quentin. Merci, je trouvais ça pas mal. Donc, pour revenir sur vos opportunités, retenez que la Fédé de sport en entreprise peut être un employeur potentiel. Vous montrer sur les événements, c'est vous montrer auprès des L'exemple de Simon que tu as pris tout à l'heure est parlant. Comment ? L'exemple de Simon Ouais. que tu as pris tout à l'heure est relativement parlant pour nos étudiants. Ça montre aussi qu'il faut s'impliquer, quoi. Bah oui, c'est ça. Il faut aller sur le terrain. Ouais, il faut aller sur le terrain, il faut vous montrer. Et comme j'ai dit, ceux qui sont chez ex-aequo, la plupart sont des gens qui ont fait un stage, une alternance ou une mission bénévole pour ex-aequo. Si vous êtes coach dans un domaine d'activité, que vous avez envie de bosser pour des entreprises, mais pas que, on recherche beaucoup de coachs et on les met en relation avec des entreprises. Donc nous, on est vraiment un employeur potentiel. La FFSE, la Ligue normande du sport d'entreprise en Normandie, peut être aussi un employeur potentiel, donc contactez-les. C'est Léna Ouedraogo qui a pris ma succession là-bas et je peux vous donner son contact si ça vous intéresse. Le sport d'entreprise, retenez que c'est un potentiel fort. Il faut s'adapter aux pratiques, il faut adapter les pratiques à un public qui n'a pas envie de faire du sport, qui a un niveau hétérogène et qui ne sera pas tout le temps présent. Parce que quand on a un agenda pro, d'une fois sur l'autre, on peut avoir une contrainte et pas être là. Donc soyez pas trop exigeants, pas trop en mode perf, mais plutôt en mode je vais t'accompagner dans ton parcours de vie et faire en sorte que ton bien-être soit un peu meilleur. N'oubliez pas de diagnostiquer quels sont les freins dans les entreprises si vous voulez que ça marche, pour comprendre quels sont les freins à lever. Essayez d'évaluer aussi la portée de votre action. Si vous allez voir, vous avez l'habitude dans vos pratiques de faire un test VMA la semaine 1, vous avez 10 semaines d'entraînement, vous refaites des tests physiques à la séance 10 et là vous allez pouvoir montrer que votre prépa physique, vous allez avoir fait du fractionné, des séances de côte, des sorties longues en allure lente, machin, et vous allez pouvoir prouver que votre entraînement a fait que la personne est plus performante aujourd'hui. Dans le monde de l'entreprise, on peut identifier ces facteurs-là de progrès, de qualité physique des salariés, mais vous pouvez évaluer aussi des indicateurs un peu plus liés à l'entreprise, c'est-à-dire, je sais pas, est-ce que vous pensez que l'activité physique peut être bénéfique sur votre niveau de stress? Une personne qui répond non en semaine 1 et qui répond oui, je pense que l'activité physique est bénéfique pour lutter contre mon stress en séance 10, vous avez montré que cette personne-là est certainement moins stressée grâce à vous, quoi. Vous pouvez leur demander comment notez-vous l'ambiance au travail. Il a note 5 sur 10 avant de faire des cours collectifs avec les collègues tous les midis. En séance 10, il a note 7. Vous allez voir le dirigeant, vous dites j'ai amélioré l'ambiance chez vous, quoi. Donc ce sera forcément un plus à votre projet. Viens prendre en compte le top, les c'est mots. de passer de 7 à 10. Comment ? Le top, c'est de passer de 7 à 10. Ouais, c'est clair. Mais ça, c'est le Graal, c'est le Graal, mais vous avez affaire à des Français. Les Français, ils mettent jamais 10 sur 10, donc c'est pas simple avoir cette note, mais voilà, et prendre en compte les mots d'entreprise, MAUX, donc bien comprendre à qui vous adressez. Si c'est une entreprise avec une dimension physique, peut-être qu'il faut plus aller vers un renforcement du corps sur des zones du corps qui travaillent beaucoup dans l'effort que font les gens dans leur métier. L'éveil musculaire peut être adapté. Si les mots de l'entreprise, c'est plus la sédentarité, des TMS au cou, au cervical, au dos, parce que les gens ne bougent pas, voilà, vous avez le bon moyen de gagner le truc, c'est juste de les faire bouger, quoi. Mais par contre, il faut leur demander ce qu'ils veulent faire. Si vous êtes branché escalade et que personne n'a envie de faire d'escalade,
ça va pas marcher. S'ils veulent faire du yoga, bah faites du yoga, quoi. Faudra te former en yoga, du coup. Tu pourras pas faire d'escalade. Et puis dites-vous aussi que le sport d'entreprise, il crée vraiment de la richesse sur le marché du sport. Sans les entreprises, le tissu associatif, le tissu événementiel sportif en France aura beaucoup de mal à s'en sortir. Donc, vous ne pouvez pas ne pas vous intéresser aux entreprises, que ce soit pour avoir un partenaire, pour avoir des sous en plus en recettes de fonctionnement parce que vous faites des coachings, que ce soit quand vous êtes coach privé et que vous voulez vous adresser à beaucoup de personnes en intermédiaire commercial. Vous faites du coaching perso, vous allez devoir convaincre une personne. Vous faites du coaching en entreprise, vous allez devoir convaincre le dirigeant et vous allez avoir tous les gens après, tous les salariés en une porte d'entrée, quoi. Donc ça a du sens. Et puis je ne reviens pas sur le sujet du bénévolat qui est pour moi une bonne opportunité pour vous de vivre des expériences super, quoi. Donc soyez curieux, sortez de votre zone de confort et puis soyez conquérants puisque nous sommes normands. Et je ne sais pas si tu te souviens, Fred, tu m'avais demandé d'avoir des lectures. Tout à fait. Voilà. Julien Le Gall qui, grâce à lui, on a cette conférence qui est retransmise sur YouTube. Eh bien, pour Juju, voilà, j'ai mes lectures. D'ailleurs, on peut faire de la pub pour le bouquin de Julien aussi. Exactement. J'aurais dû mettre. Des écrivains. La prochaine fois, je le mettrai. Donc là, vous avez un auteur sur les 2 premiers ouvrages qui sont à la BU, qui s'appelle Julien Pierre. C'est un universitaire de l'université de Strasbourg qui fait valeur de référence sur le sujet du sport en entreprise. Le premier sport en entreprise, donc le sport en entreprise, il reprend vraiment la genèse du sport en entreprise qui est né du sport corpo, qui a disparu. Et ça vous place le sujet sur le plan historique. Et c'est intéressant, vraiment intéressant. Le corpo a disparu ? Le sport corpo, avant, le CHU a recruté des footeux pour gagner le tournoi de foot inter-entreprise. C'est aussi ce ils qu'on avaient appelait un la stade de FSGT. foot. Comment ? La FSGT, elle existe toujours. Elle existe toujours, mais ils sont allés vers le sport santé. Ils font plus trop de sport corpo aujourd'hui. Avant, le CHU, ils avaient un stade de foot. Ils recrutaient des médecins footeux pour gagner les tournois de foot inter-entreprise. C'était royal. Mais en Normandie, c'est fini tout ça. Il y a des régions où c'est encore très présent. Dans l'Est, c'est très présent encore. Et je crois que sur Alençon, par exemple, il y a encore un sport entreprise qui est assez développé. Peut-être. Ou même sur Cherbourg. Ouais, même sur Cherbourg. Après, parce que je sais qu'en volleyball, il y a ça supplante la fédération. Et la FSGT organise des tournois. Je dis pas que ça a complètement disparu. Je dis juste que maintenant, le sport entreprise, c'est plus que le sport corpo, c'est toutes les autres formes de sport en entreprise. Et honnêtement, en Normandie, à part très localement, ou sur des disciplines qui sont bien organisées. Sur la santé, quoi. Ouais, et puis ça tient aussi à des fédés qui mettent des moyens pour développer le sport corpo parce qu'elles mettent en place ces calendriers, elles trouvent les structures. Donc voilà, ces 2 ouvrages-là sont vraiment bien pour comprendre. Après, je me suis intéressé à la clinique du coureur. Alors ça, c'est plus pour un ouvrage qui vous concerne. Blaise Dubois, l'idée c'est lié à la course à pied. Et c'est vraiment pour comprendre quelles sont les différentes pathologies, les différents leviers de performance pour un coureur. Et moi, je me suis beaucoup blessé. Je me blesse toujours beaucoup au mollet. Les 110 kilos n'aident pas, mais je me blesse beaucoup au mollet et j'ai du mal à pas me blesser. Je me suis intéressé au sujet de la méthode de course naturelle ou de la méthode de course avec les chaussures d'aujourd'hui avec un gros drop et un gros amorti. Et j'ai essayé de comprendre si j'étais plutôt fait pour un gros drop, un gros amorti ou si je devais essayer de retrouver une méthode de course naturelle, c'est-à-dire pas de drop, quasiment à plat, comme un enfant qui naît, il attaque talon, il a une foulée naturelle. Et avec les méthodes d'entraînement, les chaussures, l'équipement, on change notre foulée et on va de plus en plus vers une chaussure avec beaucoup d'amorti. Et c'est pas pour protéger le dos, mais finalement ça engendre d'autres blessures. Donc bref, j'ai toujours pas trouvé. Mais ça, c'est super intéressant. Et si vous suivez des coureurs, il y a beaucoup de coureurs qui vont générer des blessures. Et si vous voulez comprendre et pouvoir les conseiller, ce livre-là est vraiment top.